Bonjour Féris Barkat. Bonjour. Vous citez Vladimir Jankélévitch parmi vos inspirations intellectuelles. Qu'est-ce qui vous touche dans sa pensée exactement? Moi, c'était beaucoup la question de l'engagement. L'engagement qu'il a situé comme un moment qu'il impose. C'est-à-dire qu'il arrive à montrer à quel point la révolte est contextuelle et le contexte doit imposer une forme de manière d'être au monde. Et quand tu t'engages, tu te découvres un peu toi-même en disant «Ah donc c'était ça aussi moi-même. Je peux être dans une forme de rage, de colère». Et cette découverte de soi, je pense qu'elle passe par le contexte politique qui est autour de soi aussi. Et donc c'est assez fascinant comment on croit se connaître jusqu'au jour où tu es face à la barbarie par exemple, et c'est là où on voit, je pense, le vrai visage des gens, parce que quand tout va bien, ou quand tu as l'impression que tout va bien, c'est facile d'être quelqu'un de bien, mais Mm. quand ça va mal, c'est là où, en tout cas, la question de l'engagement se pose, et c'est ce que lui, il fait très bien. Vous avez été, vous, au contact de la barbarie? Ça dépend de quelle barbarie on parle, mais en fait, elle est autour de nous constamment, donc effectivement, j'essaie de poser le regard de plus en plus dessus, et de pas la normaliser, ou de m'habituer à elle autour de nous, en fait, parce que ce qui est fascinant, c'est que même quand elle est en 4K sur notre téléphone à l'autre bout du monde, on arrive à se désensibiliser au point de se dire «Ah, tranquille». Ben non, pas tranquille, tu vois. Mm. Elle a quelle forme la barbarie autour de nous, par exemple? Elle a beaucoup, beaucoup de formes. Je pense que la première de ces formes reste dans celle qui est profondément humaine. Il y a une tendance, je pense, à l'être humain d'essayer de séparer ce qui est humain et inhumain, alors que l'inhumain est profondément humain, et que du coup, quand on regarde les génocides, les guerres, notamment ce qui se passe en Palestine, là directement, tu vois ce qui se passe d'un point de vue euh, fortement barbare, tu vois, mais pas barbare au sens inhumain, mais au sens où c'est des êtres humains qui commettent ces atrocités, et ça pourrait être aussi nous. Donc en fait, ça nous rappelle aussi que les violences environnementales, les violences sociales, c'est tout ça, c'est une question de degré, c'est un spectre, c'est pas une différence de nature, il Mm. y a une différence de degré. C'est un environnement toxique que nous on peut aussi avoir en France, à Marseille. Il y a des gens qui meurent de la pollution de l'eau. À Bagnolet, il y a des gens qui meurent de la pollution de l'air. Et il y a des gens qui meurent des violences policières. Il y a toutes ces violences-là qui se structurent autour de nous, qui sont pas une différence de nature entre des choses qui pourraient être considérées comme barbares à l'autre bout du monde. Mais en fait, déjà, nous, ici, autour de nous, il y a des dingueries, il faut qu'on pose les yeux dessus. Mm. Est-ce que vous êtes quand même heureux, Féris Barkat, pour rebondir sur le texte de Jankélévitch, Alors, sans heureux, vous en apercevoir peut-être? ouais, je pense que j'essaie de plus en plus de regarder là où il y a des moments, il y a des moments de vie, tu vois. Parce que je pense que quand tu as une douleur, peu importe personnelle, politique, peu importe comment tu la qualifies, elle part pas vraiment, mais c'est juste la vie qui prend plus de place. Et c'est quelle place tu laisses à la vie sans forcément nier cette douleur, sans essayer de la réparer, sans essayer de la combler un maximum, parce que j'ai remarqué qu'on n'y arrivait pas vraiment. Mhm. En tout cas, moi, personnellement, j'ai perdu ma mère et j'ai pas fait mon deuil. Par contre, il y a des gens, il y a des moments, il y a des entourages qui ramènent un peu plus de vie à tes journées. Et ça, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est une douleur qui reste toujours un peu à côté de vous? Ouais, elle Le, partira jamais. le départ de votre mère? Jamais, jamais, jamais. Ouais. Ça fait, ça fait pas très longtemps maintenant, mais ouais, ça, je remarque qu'il y a ce vide que j'essayais de combler à travers des pansements qui ne fonctionnent pas. Et donc je pense que l'acceptation de ce vide est là. Il y a une partie de soi qui est partie, mais en fait c'est pas si grave d'être un peu mort en vrai. Mm. Vous êtes un peu mort? Quand on perd quelqu'un, Vous-même? quand on perd quelqu'un, je pense qu'il y a quelque chose en nous qui meurt, tu vois. Et je pense que même surtout quand c'est sa mère ou que c'est des parents, il y a forcément un truc qui s'en va, mais derrière c'est aussi, je crois beaucoup à l'échange proportionnel. Je sais pas si tu as vu Full Metal Alchemist. C'est que la douleur est grande, mais en contrepartie, il faut que tu proposes un projet qui fait beaucoup de sens aussi pour essayer de contrebalancer. Donc j'ai l'impression de chercher du sens aussi en contrebalancement, en recherche d'équilibre dans ma vie à travers ce que j'essaie de Mm. faire au quotidien. Et plus la douleur est grande, plus j'ai l'impression que le sens doit être aussi grand, échange équivalent, quoi. Avec Banlieue Climat, par exemple, on en reparlera tout à l'heure. Votre parcours, justement, Féris Barkat, c'est le principe de l'invité au carré pour comprendre dans quel contexte s'est construit votre engagement. Quand vous repensez, justement, vous évoquez votre mère, à vos premières années, à votre enfance, c'est quoi les souvenirs qui reviennent et dans quel contexte on est? Il grandit où, le petit Féris Barkat? Ouais, il a grandi dans plein d'endroits différents, mais je pense que j'ai eu la chance, comme beaucoup d'enfants de la diaspora, d'avoir des parents pardon, qui se sont beaucoup sacrifiés, qui ont été beaucoup présents. Donc moi, ils ont très vite voulu me sortir du quartier à Strasbourg. Ouais. En même temps, j'y suis retourné très vite. Quand j'étais au collège, j'ai eu peut-être une sorte de rattrapage identitaire qui devait se faire à travers des fréquentations qui n'étaient pas toujours les bonnes. Et à ce moment-là, j'ai eu à nouveau beaucoup de chance dans ma vie, moi, et c'est des profs qui m'ont aidé. Alors,
Je cite beaucoup ma prof d'histoire, Ouais. Madame Ecker. Si jamais elle nous écoute, je vous aime beaucoup. Pourquoi vous l'aimez Et beaucoup? parce que elle a été là à des moments où j'étais vraiment aveuglé. J'étais dans une forme de. Pour moi, le collège, c'est le moment le plus structurant dans un enfant. Après, c'est très personnel, tu vois. Mais j'ai l'impression que le collège, c'est là où j'aurais pu prendre une direction un peu compliquée. Moi, ma mère, elle a toujours voulu me mettre dans un lycée privé, Ouais. un super lycée à Strasbourg qui Mais s'appelle le Gymnase Tourme, pourquoi? Pour vous protéger de quelque chose? pour me protéger, parce qu'elle voyait que j'étais très influençable. Et donc, elle a essayé, parce que c'est un lycée qui fait collège et primaire. Et donc, elle a essayé en sixième, j'ai été refusé. Elle a essayé en quatrième, j'ai été refusé. Et puis en troisième, il y a cette prof d'histoire qui me dit mais Ferris, là à quoi tu joues, t'as des bonnes notes et en même temps tu. Et je pense que je sais pas, dans la manière de me comporter avec mes parents, avec mes profs, avec les autres aussi autour de moi, j'étais pas forcément le plus sain. Et cette prof a fait une lettre de recommandation qui a fait que j'ai pu sortir de mon lycée de secteur et aller dans un lycée privé en seconde. Et c'était bien finalement dans votre parcours ça de quitter ce lycée de proximité pour aller dans le privé? C'était, je pense, ce qui a fait que je suis la personne d'aujourd'hui, qui fait que je pense que beaucoup d'enfants issus de l'immigration, quand ils changent de milieu social, doivent s'adapter. La capacité d'adaptation, elle est très forte. Ouais. Et donc, ça a fait que tu dois être un caméléon. Moi, je m'en souviens d'une journée de porte ouverte, où je viens, et qu'il y a une jeune qui me regarde en disant la sacoche, ça va pas être possible. Et puis elle me regarde, elle dit en fait, il y a tout qui va pas être possible là-dedans. En mode, tout ton être pose problème dans cet environnement. Pourquoi donc, vous avez un survêtement, une sacoche ouais, Lacoste et c'est ça. Et j'ai pas pour autant tout de suite arrêté de venir en survêt au lycée. Mais il y a une prof d'anglais qui, vu qu'elle m'aimait beaucoup à chaque fois, prenait un peu ma défense. Mais sinon, c'était compliqué d'être tout seul dans cet environnement-là. Et puis en même temps, ça m'a structuré une pensée assez forte sur la médiocrité des humains de manière générale. C'est-à-dire que dans ma classe, il y avait un élève et son père, il travaille dans la même usine que le mien, mais pas aux mêmes échelles, parce que mon père est ouvrier. Et moi, le fait que voir mon père aller au travail tous les soirs, toutes les nuits, parce qu'il travaille en équipe, ça a structuré chez moi un truc très fort de je capte qu'il y a des gens qui travaillent pour vivre et des autres qui font travailler pour vivre. Et c'est pas la même nuance. Quand tu fais travailler des gens pour vivre, t'as pas le même rapport au corps, t'as pas la même espérance de vie, t'as pas la même trajectoire. Et je constate ça et je me dis, mais en fait, son fils, c'est pas. Souvent, il y a ce truc-là de. Ils se prennent pour des humains de ouf, alors que pas tant, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est pas si terrible de se dire. On fait tous un peu semblant. Eux, ils font un peu plus semblant que la moyenne parce qu'ils s'habillent un peu différemment, mais c'est du semblant tout ça. Et donc, si je travaille, il n'y a pas de raison que j'atteins pas leur niveau. Et moi, mes collègues à moi qui ont peut-être loupé le brevet juste avant, eh ben, ils sont tout aussi intelligents, si ce n'est plus. Et donc, ça m'a beaucoup rassuré en me disant. En fait, tout est possible. Parce que si même ces abrutis ils pensent que c'est les chefs du monde alors qu'ils sont bêtes, mais bêtes parce que c'est pas un jugement de valeur, c'est que juste face à eux, je me suis dit, mais comment, moi, des gens sont en train de s'auto-saboter, de se censurer, d'une humiliation constante à l'école. Et eux, ils arrivent à se pavaner en disant, on est l'élite du pays. Mais t'es qui, frérot? T'es qui? Et donc, c'était ce truc-là de, ok, garder la pêche et en fait, on est tous des humains, quoi. Et vous avez gardé le survêt et la sacoche Lacoste ou pas alors? Non, il y a une période où je l'ai enlevé. Vous êtes embourgeoisé Ouais, quand même un peu? ouais. Ah oui, carrément. Ouais, c'est... Mais alors, Il y a une assimilation qui s'est faite terrifiante. Hein. Je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas lutter tout seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens beaucoup en collectif, en groupe, sur les médias, sur les invitations, sur les trucs. C'est que quand tu es tout seul, je pense qu'il y a une question, surtout quand tu es un transfuge, d'adaptation à un nouveau milieu et tu veux te faire accepter. Ouais. Et donc, quand tu n'es plus dans ton milieu d'origine et que tu cherches l'acceptation, parce que c'est ça en fait l'acceptation d'un groupe, l'appartenance, le sentiment d'appartenance, il faut bien qu'il se structure quelque part à travers ta manière de parler, ton langage, ta manière d'être et ton style vestimentaire. Et donc le style vestimentaire, c'est une grosse question dans ma vie parce que en même temps aujourd'hui je m'habille comme j'ai envie et parce que j'ai tellement pas de recul sur ma personne où je me dis je viens comme je suis mais je sais que je vais structurer une pensée, un truc clair, etc. Donc ça c'est ce que je pense de moi. Ouais. Et en même temps, est-ce que je peux en vouloir à des gens de dire mais attends, ok, l'habit fait pas le moine, mais frérot, t'es habillé comme un moine. Donc je pense que t'es un moine. Et donc là, l'idée, c'est essayer de faire en sorte que l'habit du moine ne soit pas relié directement au moine. C'est compliqué comme parcours politique. Donc en fait, se dire que ok, tu viens en jogging, mais ça doit pas inférer sur ta capacité à penser. Parce que c'est votre cas aujourd'hui, vous êtes en survêt. Ouais, ça va, j'ai essayé de faire un effort. Vous avez T'aimes pas c'est pas un jugement, je constate, c'est très factuel. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez un pantalon de survêt. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. On peut le dire, Bah, tu m'as cramé, tu vois. Et on sent quand même la pensée
assez structuré. Donc, comme quoi, on peut avoir une pensée structurée et être en survêt. Et c'est ça qu'il faut venir casser en fait. Et je pense que c'est comme ça que tu symbolises ou que tu représentes. Après, c'est pas un message politique que je viens passer. Je pense qu'il y a des moments où j'en passe. Là, c'est juste ma volonté et ce que j'ai envie de faire. Mais il y a ce truc-là quand tu commences à représenter quelque chose qui se pose. Qu'est-ce que tu vas envoyer comme message? Et des petits qui vont s'habiller comme toi, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Moi, je m'en souviens quand j'allais beaucoup sur France 5 pendant les élections. Il y avait ce débat sur Twitter où beaucoup de gens disaient mais attends, il y a un arabe en survêt qui sait parler. Et donc il y avait ce truc-là de vous êtes sûr il sait parler, il parle, c'est fou, il parle. Ouais. Et donc il y avait ce décalage qui était triste à dire. C'est ultra violent comme remarque. Ouais, un arabe en survêt qui sait parler. ouais, Quand on analyse un petit peu le message, là, il est terrifiant, non? C'est vrai. Il y a eu pire. Une fois, il y avait quelqu'un qui a tweeté on écoute le bougnoul du plateau pour pas qu'il te tue. Parce qu'il y avait un silence sur le plateau. Et le gars a tweeté ça. Et je me suis dit c'est triste que même les gens de sa communauté nous représentent nous-mêmes comme ça. Et puis en même temps, moi, ça a fait porter un truc que je voulais pas porter. C'est-à-dire que je me suis dit attends, on en est là. C'est-à-dire que quand il y a un blanc qui parle bien à la télé, il se sent pas légitime ou il se sent pas sa responsabilité de représenter tous les blancs. Pourquoi quand moi je viens parler, d'un coup je dois avoir cette charge-là de représenter tous les Arabes de France? C'est pas ma vocation. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup freiné parfois certaines invitations ou certains Parce que vous espaces. aviez l'impression d'être l'arabe du plateau de la télé? Non, pas pour ça. Ça, je pense que c'est inévitable. Et c'est le cas quand tu viens représenter un propos, c'est à toi de venir en disant je ne suis pas que quelqu'un qui va témoigner du réel, je peux apporter une abstraction, une théorisation. Ça, c'est très important pour moi. Non, c'est plus pour les miens, en fait. Je voulais pas avoir ce rôle-là de les gars, je suis pas là pour vous représenter, en fait, parce que c'est trop pour moi. Imagine demain, je foire. Imagine après-demain, en fait, je vous déçois. Moi, je suis pas garant de. Et puis en plus, ça contredit mon message politique, ça contredit ma vision. Ma vision à moi, c'est de se dire que l'hyper-incarnation va de fait casser une forme de représentativité. Je peux avoir la meilleure intention du monde, et on le voit avec les mouvements climat, ils ont la meilleure intention du monde. Ils disent regardez, nous on se bat pour le collectif, regardez, nous on se bat parce qu'il y a les rapports du GIEC, regardez comment on est fort, et on se bat pour le bien commun. Mais la meilleure intention ne gomme pas le manque de représentativité. Donc si ta personne manque d'identification pour un groupe de personnes, même si tu t'adresses à eux, même si tu fais pour eux, vu que tu n'as pas fait avec eux, ça fonctionne pas. Et donc, moi, je me suis dit, mais attends, si je commence à représenter une masse qui, c'est la diaspora, les Arabes, l'immigration, ce que tu veux, mais je suis pas représentatif de tous les parcours issus de l'immigration. Ça veut dire que nous, dans l'association, on a des jeunes qui sont salariés, qui ont connu la prison, et c'est eux qui vont aller former en prison. C'est pas moi, je connais pas cette réalité-là. Donc il faut pas avoir la prétention de se dire, moi, je suis là pour la bonne cause, je suis là avec des bonnes intentions, et donc je suis dispensé de toute forme de représentativité parce que les intentions gomment tout. C'est faux. C'est compliqué quand même, hein? Parce que vous pourriez aller spontanément sur un plateau télé parce que justement, vous avez des choses à dire, vous avez une pensée à partager. Et là, vous vous posez finalement des questions que vous ne devriez pas vous poser en C'est vrai. réalité. Non, c'est vrai. C'est quand même incroyable. C'est vrai que ces questionnements-là, on les a un peu intériorisés et banalisés, mais c'est vrai que c'est complexe. Et puis même parfois, j'ai eu des propositions, moi, parfois d'émissions télé, de jeux, de voyages, de choses assez intéressantes à faire. Et en fait, vu que de plus en plus mon projet se transforme en mission, je ne peux pas me réfléchir juste à ce qui me fait envie, à ce que je veux partager, à ce que je veux faire. Je dois être dans une réflexion de qu'est-ce que je vais incarner, qu'est-ce que je vais représenter. Et on m'a mis à cette place-là pour une raison. Si je viens un peu travestir la parole qu'on m'a donnée, comment je me positionne? Et en même temps, mais je vous dois rien en fait. Je vous dois rien, laissez-moi tranquille. Si j'ai envie d'aller faire un loup-garou sur télémission, j'y vais. Mais non, je peux pas. Dans votre parcours, Ferris Barkat est né une aventure collective, c'est Banlieue Climat. On en parle dans un instant. Vous êtes notre invité au carré. Down to be wrong, don't need to be right. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Le président Jacques Chirac, c'était en 2002, au sommet de la Terre, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ferris Barkat, on a choisi cet extrait parce que vous êtes né justement en 2002, quelques mois avant, puisque là c'était en septembre. Ça, c'est un discours qui a beaucoup marqué les esprits autour de l'écologie. Comment vous le vivez, tous ces mots-là que vous entendez? En vrai, c'est déprimant. C'est en 2002, ça fait 23 ans maintenant. Ouais.
Et le mix énergétique, il est toujours à 80% de fossiles, tu vois, il n'y a rien qui a bougé. Donc je pense qu'il y a ce truc-là où quand l'Occident se réveille parce que ça touche des populations blanches, euh, ça va toujours être un réveil assez tardif et qui va essayer de se tourner vers des formes de solutions qui vont être très tournées sur la technologie, le technosolutionnisme, alors que en réalité, c'est des sujets qui touchent des pays depuis très très longtemps, la déforestation, les activistes qui meurent tous en Amérique latine. Il y a plein de sujets comme ça l'extraction des ressources en Afrique, qui proposent beaucoup de sujets environnementaux. Donc cette violence environnementale, elle est là depuis longtemps. Et c'est triste de voir que en vrai, il y a une passivité et une forme d'ignorance de cette violence-là qui s'est installée et qui fait qu'on est toujours. C'est chaud là, c'est Ouais, de plus en plus chaud. ouais, c'est dans tous les sens du terme d'ailleurs, Ouais. hein. Et cette passivité, elle suscite quoi chez vous? Je pense que il y a une question de colère qu'il faut réussir à structurer, bien sûr, mais il y a une question de colère qu'il faut vraiment assumer, dans le sens où je pense qu'on réalise pas trop ce qui nous attend. Vous, avec vos émissions et pas mal de scientifiques récemment, ont commencé à vulgariser la situation. Quand on parle d'effondrement de la biodiversité, quand on parle d'effondrement tout court, quand on parle de surmortalité, quand on parle de 200 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, c'est des gens qui vont bouger sur la planète, ça s'appelle la guerre, ça en fait. Donc, quand tu constates ce que ça signifie, ce que ça implique, une planète à plus 3 à 4 degrés, c'est vrai que c'est assez déprimant, mais les gens ne réalisent pas encore. Ça fait que on n'est pas assez révolté pour la situation. C'est ça que ça m'inspire. C'est ce décalage-là de tout le monde dort et se divertit, alors que littéralement, on parle de la mort de tout là. Ouais. Et pourquoi on dort, à votre avis? Et pourquoi rien ne nous réveille, au fond? Je pense qu'il faut pas non plus négliger la part d'endormissement qui est institutionnalisée et organisée. Ça veut dire que, on l'a vu dans les années 70 et 80 avec les industries fossiles qui nient l'impact du réchauffement climatique, mais de manière générale, l'impact de la violence environnementale est nié. Ça veut dire que quand on regarde la pollution, comment elle est traitée, c'est une externalité négative. C'est quelque chose qui est banalisé au possible. Et donc, je pense qu'il y a aussi un manque de prise de conscience du fait du vocabulaire et de la grammaire qui consiste à nous faire accepter. Bon, ok, il y a 100 000 personnes qui meurent de la pollution par an en France, 9 millions dans le monde, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu et on doit l'accepter. Et à partir du moment où on accepte de rentrer dans ce jeu-là en se disant, bah, en fait, les règles du jeu, c'est qui les a écrites à la base? Les règles du jeu, elles se basent sur quoi? Sur des ressources qui sont finies. Donc en réalité, même pour nos énergies renouvelables, il faut des ressources qui sont finies, on va pas pouvoir les créer. Ok, comment on fait? Ces règles du jeu, elles sont physiques. Ces règles du jeu, elles sont morales. Ces règles du jeu, elles se basent aussi sur nous qui asservissons tout un continent qui est l'Afrique, parce que le cobalt, 70% des récoltes de cobalt viennent de RDC et on va avoir besoin de ça pour construire nos trucs. Donc quand on commence à recontextualiser les règles du jeu, et ben en fait, je pense qu'il va falloir faire un changement de paradigme en disant les règles qu'on veut nous imposer, les règles du capitalisme, les règles même de la loi. Je pense qu'il y a aussi une manière qu'on a, nous, de sacrer la loi qui est problématique, dans le sens où la loi, c'est l'État colonial. La loi, c'est l'apartheid. La loi, c'est l'esclavage. Et donc, il ne faut pas non plus être dans une forme d'absolutisation en disant c'est la loi, on a le droit de polluer. Il y a des droits à polluer aujourd'hui. Il y a des droits. Aujourd'hui, plus tu payes, plus tu as le droit de polluer. Comment c'est possible? Donc on devrait mettre soit des lois beaucoup plus restrictives, soit faire en sorte de remettre en question cette loi-là. Parce que moi, aujourd'hui, si je veux venir tout nu sur ce plateau, qu'est-ce qui m'en empêche? Ouais. C'est pas toi, Mathieu. C'est la loi. Et pourquoi eux, ils auraient le droit de saccager notre santé sans qu'on fasse rien? Je pense qu'il faut aussi installer une loi qui soit on l'écrit nous-mêmes, soit on la remet en question. Donc le droit, hein, droit, la justice ont des choses à faire aussi dans ce combat-là, hein, Ouais, ça, il faut qui pas doit poser la qui question. doit être mené, hein. Il faut pas juste poser la question de ce qui est légal, il faut poser la question de ce qui est légitime. Il faut pas poser juste la question de ce qui est normal, parce que ce qui est normal, ça s'installe, c'est des normes, c'est des tendances. Il faut poser vraiment la question de ce qui est juste. Et ça, c'est un déplacement de regard qu'on n'a pas forcément l'habitude de Et faire. là, il faut se réveiller justement pour Voilà. pouvoir avoir cette optique-là. Dans cette enfance alsacienne dont vous parliez tout à l'heure, Féris Barkat, qu'est-ce qui explique d'ailleurs votre intérêt pour les questions environnementales en fait, hein? Parce qu'on n'en a pas parlé, ça. Qu'est-ce qui vous À amène la sur ce base- chemin-là? Et ensuite, on va en parler sur le chemin de banlieue climat. À la base, pas grand-chose, hein. Ma mère était très engagée justement dans pas mal de quartiers à Strasbourg et elle organisait des jardins partagés. Donc il y a beaucoup de jardins. Moi, j'ai appris, même après son décès, certains jardins en face de chez ma grand-mère. On me dit, ah, mais tu sais, les plantes là, c'est ta mère qui les a plantées. Je fais, ah bon? Et je me souviens que quand j'étais petit, je détestais ça. Ça veut dire que vraiment, j'étais insupportable. Parce qu'en fait, quand j'allais au supermarché, tout le monde arrêtait ma mère pour lui la remercier, lui demander des conseils et tout. Et moi, ça me fatiguait parce que je suis fils unique. Ça veut dire,
c'est ma maman à la base, les gars, tranquille, genre laissez-nous faire les courses tranquilles, ça me saoulait. J'étais trop sur ce sentiment un peu Un peu pas- jaloux quand même. Voilà, hein. on peut le dire, On vous piquait votre mère quand Voilà, même. c'est ça, j'étais un peu toxique. Et puis je constatais que ça me saoulait à mort, ces trucs-là de plantation, d'arbres, de je sais pas quoi. Ça veut dire que je me suis beaucoup construit en réaction à ça, en disant ça m'intéresse pas. Ouais. Et puis après, elle est tombée malade. Je me suis intéressé aux exposomes, ceux à quoi on exposait plus ou moins en fonction de là où on habite. Et elle a grandi dans un quartier qui s'appelle Elzo, qui est très pollué. Donc j'ai fait mes liens. Après, c'est toujours très compliqué avec les cancers de faire des liens de causalité. Donc j'en fais absolument aucun, mais on constate que l'espérance de vie et que la santé n'est pas la même pour tous. Donc c'est encore lié à votre mère tout ça quand même. Hein. Toujours. Mais c'est fascinant. J'ai remarqué que ce soit l'écologie. Mais j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, j'étais avec un pote à moi en voiture. On roule comme ça et lui aussi, il a perdu sa mère. Et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé avec lui. Surtout de ce sujet, on était très pudiques, on parle jamais de ça. Et on a remarqué qu'on s'est tous les deux construits dans nos vies dans une forme de continuité du projet de nos mères. Ça veut dire que elle voulait toujours m'emmener au musée quand j'étais petit, tout le temps, mais ça me fatiguait. Aujourd'hui, je travaille avec des musées. Elle voulait absolument faire des jardins partagés partout dans Strasbourg. Ça me fatiguait maintenant. J'organise des fermes urbaines et des trucs sur l'écologie. Donc il y a eu un truc de, je me suis dit, mais il n'y a pas trop de hasard là-dedans. Ouais. Bah, elle est plus vivante que jamais en fait votre mère là. On peut le dire un peu à travers ce qu'on fait, on essaye en tout cas. Alors, Banlieue Climat, c'est arrivé comment alors dans cette histoire? Parce que je rappelle quand même que vous avez 23 ans, Ferris Barkat. Hein. On parle d'un parcours quand même qui est court, mais qui est ultra dense. Hein. Donc, Qui est ultra fatigant. Ultra fatigant pour vous? Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans. Pour ceux qui essaient de vous suivre. Il s'est passé beaucoup de choses en 3 Bah ans. ouais. En fait, à la base, c'était pas un projet comme ça d'association nationale. J'avais pas ces idées en tête. Donc, ça démarre aussi en Alsace, Ça Banlieue démarre Climat? à Strasbourg Ouais. avec une association qui s'appelle Teslab. On fait une formation avec des jeunes et on se dit à la fin, c'est cool. Les gens sont motivés. Moi, j'ai ramené des potes à moi. Ils sont en folie. Ils ont envie d'apprendre plus de trucs et tout. Et puis, j'avais fait une initiative qui s'appelle le Collège citoyen de France. Et j'avais rencontré des acteurs associatifs qui sont devenus très proches de moi. Notamment Abdelali El Badawi qui a fait Banlieue Santé et qui m'appelle et qui me dit mais viens on fait ça partout en France. Et je lui dis franchement non, moi je suis très bien à Strasbourg, laisse-moi tranquille. Et puis il me rappelle et puis de fil en aiguille avec Sana, Sefio, on s'est structuré, ça a donné un mouvement comme ça qui après Strasbourg est allé à Bagnolet, Ouais. à Cergy. Mais c'est en quoi l'idée de Île-de-France. Banlieue Climat? L'idée, c'est vraiment la réinsertion, la réappropriation d'un sujet, l'écologie, déjà, qui a été monopolisé par une élite bourgeoise qui fait que le mot est très connoté. Ça fait que quand, à 8h du matin, je viens à la paillade en disant on parle d'écologie, rentre chez toi, en fait, à la base. Qu'est-ce que tu viens me saouler? Donc, il y a ce truc-là qu'il faut déconstruire parce que c'est d'une violence inouïe de se faire déposséder comme ça d'un concept dont on est les plus exposés et dont on est les premiers concernés. Qui ça Donc, on? Les quartiers populaires, les banlieues et de manière générale les plus précaires. Quand tu prends les gens du voyage, récemment les gens du voyage, je crois que c'est vers Lille, j'ai pas envie de dire de bêtises, ils sont sur un terrain très pollué, ils sont installés sur un terrain très très pollué. Ils n'ont pas d'autre lieu pour vivre. Donc c'est pas que les quartiers populaires, c'est de manière générale les plus précaires qui sont dépossédés d'un concept qui les fait littéralement mourir. Donc c'est une réappropriation à ce niveau-là et puis c'est aussi une émancipation. C'est-à-dire qu'on s'est dit on peut exister à travers ça, on peut se réapproprier ce sujet-là. Il y a des jeunes qui étaient dans des situations parfois très précaires et qui se retrouvent à l'Assemblée nationale en train de faire des formations à des députés. Il y a ces parcours de vie-là comme ça qui changent. Et on s'est dit qu'il y avait une volonté de faire beaucoup de réinsertion. Donc un des mérites qu'on a, c'est quand même d'aller chercher des jeunes qui sont très éloignés. Ça veut dire que si t'es pas intéressé par la question, c'est là où on est intéressé par toi. C'est à ce moment-là précis qu'on va venir... C'est le pitch de l'histoire quasiment ça. ouais, Hein. c'est ça. T'es Parce pas que intéressé par la question, donc on va s'intéresser à toi. c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Et ça marche tout de suite Ça ou marche pas il y a tout de il y a des grosses résistances? Hein. Il y en avait beaucoup au début, après maintenant on s'est structuré, on commence à être un peu référencé, donc ça va un peu mieux. Mais effectivement, au début, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des jeunes, parfois on devait leur mentir pour les mobiliser, on leur disait il y a un tournoi de foot dimanche à 8h. Et Mskini venait en crampon. Il venait en crampon comme ça, C'est leur drôle. sac. Je dis, en fait, on va parler de permafrost, de bouts de rétroaction, de trucs pas cool en vrai, frérot. Donc, au début, il y a forcément C'est une carrément malhonnête ça comme mais procédé. c'est du mensonge total. Mais après, voilà, il faut ruser pour réussir quand on a confiance dans ce qu'on fait. Et je pense qu'à la fin de la journée, ils sont heureux, ils veulent plus nous lâcher. Et c'est comme ça que. Ah, ça peut durer qu'une journée Au début, ça dure une journée. Ouais. Et puis après, en fonction de l'investissement, localement aussi, à quel point les municipalités, c'est pour ça que c'est important le contexte politique dans lequel on va. Si les municipalités donnent de la force, structurent les groupes locaux, ça peut aller très loin. Strasbourg, il y a peut-être 300, 400 jeunes. Peut-être 300 jeunes qui sont formés et Ouais. qui se structurent, qui se mobilisent, qui font des actions. Et ça essaime dans les familles du coup ou pas?
Ouais, Parce beaucoup. que vous parlez de jeunes, ça concerne que les jeunes, banlieue climat? Non, on est allé aussi avec les mamans. Il y a les mamans, ouais. On les a formées récemment et de plus en plus, là, on va partir avec elles au Brésil aussi Ouais. pour la COP30. Donc, effectivement, il y a les mamans, les jeunes et ça SM un peu partout. On va pas s'arrêter, je pense. Il y a une maman qui était sur un vélo en juillet dernier avec l'association Banlieue Climat, partie de Saint-Ouen pour rejoindre à vélo Strasbourg. On écoute le témoignage de Fatima, justement, une maman qui a fait le trajet. Le vélo, pour moi, c'est une redécouverte. Et aujourd'hui, je me dis pourquoi dans ces quartiers-là, on ne leur donne pas la possibilité d'avoir accès à cette motricité. Si on fait le trajet jusqu'à Strasbourg à vélo, c'est pour essayer de promouvoir la motricité autrement, donc c'est-à-dire un peu oublier les voitures, le bus, etc. On fait quelques étapes en train pour partager avec les gens, pour partager avec les voyageurs. Ça permet un peu de se laisser aller. En tant que maman, la charge émotionnelle, elle est waouh. La charge mentale, on est en plein dedans. Le lancement, il était un petit peu stressant, mais en fait, une fois qu'on est dessus, on a l'impression de revivre, de respirer. Et c'était avec Banlieue Climat. Donc cet été, un Ferris Barcade. Donc vous faites pédaler les mamans, c'est ça? Et, Saint-Ouen-Strasbourg. En combien de jours vous avez fait ça? C'est vraiment de la torture. Mais ça m'a rendu un peu émotionnel là, de l'entendre, Fatima, Pourquoi? parce que c'était un séjour incroyable. Je sais pas pourquoi ça me rend comme ça là. Mais Ben oui, vous avez les larmes aux yeux. non, abuse pas. Mathieu, tu vois, Ah bah j'ai une, si. j'ai une crédibilité à tenir, s'il te plaît, Mathieu. Mais la sensibilité, c'est tout à fait resté crédible. Non, mais c'est vrai que je sais pas. Pourquoi? À quoi Ça a vous été, repensez quand vous entendez sa voix? Je repense à ces 5 jours, mais aussi à ces moments tellement forts. Et puis, c'est des mamans qui ont été aussi très présentes pour moi à des moments compliqués. Donc je les aime tellement. Et on a été. Quand on a fini les 5 jours, on s'est tous retrouvés dans un restaurant et on a toutes et tous parlé de nos vies. Et tout le monde a pleuré, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est à ce moment-là où je sais pas ce qui s'est passé dans l'air, mais il y a une connexion entre nous qui était folle. Et je pense que chacun est venu connecter avec la douleur de l'autre. Et je m'en souviens d'un jeune qui était avec nous qui dit bah, en fait, moi je vous l'ai pas dit, mais il y a 5 ans, ma mère aussi est morte. Et là, tout le monde commence à chialer. Et il commence à raconter sa vie, à quel point il était en dépression depuis 3 semaines, mais que là, il a l'impression que ces 5 jours, ça l'a sorti de. Ça l'a fait revivre. Et c'est ça qu'on a essayé de créer, parce qu'il y a l'aspect politique du vélo, comment on recrée une culture du vélo, parce qu'il y a des femmes qui sont excisées, qui n'ont pas l'habitude, parce que c'était mal vu quand elles étaient petites de faire du vélo. Donc il y avait ce truc-là de on se réapproprie le vélo et culturellement, on va l'imposer dans l'espace public. Et puis, il y a ce truc-là de communauté qu'on recrée. Et c'est comme si on recréait un petit monde avec des enfants. Il y avait des petites qui faisaient du vélo avec nous, il y avait les mamans, il y avait les jeunes, et on est tous en famille comme ça. Et cette vie en communauté, je pense que l'Occident a supprimé ça. Et c'est pas carré ça. Je pense que ce qui est magnifique dans ce qu'on a créé là, c'est cette communauté-là que je trouve magnifique. Ferris Barcade, vous êtes notre invité au carré. La Terre au carré. Ferris Barcade, vous êtes notre invité au carré. L'année dernière, vous avez écrit pour l'émission De lutte enchantée et vos vidéos sont celles qui ont été le plus vues, le plus likées et celles qui ont entraîné le plus d'engagement. À chaque fois, 2 millions de vues rien que sur Instagram, dans une chronique justement où vous nous expliquez que vous aviez un problème avec le mot engagement. Évidemment, vous vous en souvenez. Comment vous, qui êtes très habitué, très construit autour des réseaux sociaux, qui connaissez bien les codes de la communication numérique, qu'est-ce que ça représente une radio comme France Inter? C'est une bonne question. Je pense que ça représente un peu comme les espaces culturels ou institutionnels de manière générale qui ont vocation culturelle. Des endroits où symboliquement il y a une capacité à pouvoir porter un message qui va être de facto crédibilisé. Et cette crédibilité de base, elle nous a été enlevée de par ce qu'on incarne, de par qui on est. Et donc, malheureusement, on est parfois obligé d'aller la chercher dans ce genre d'espace. Alors, nous, on s'entend très bien, c'est très cool, tu vois, mais malheureusement, on est obligé un peu de passer par ce genre d'espace, alors que peut-être d'autres personnes n'ont pas ce besoin-là, n'ont pas cette nécessité-là, parce que leur parole est d'office crédible. Et donc, je pense que c'est cette recherche-là, parfois, de légitimation dans ce qu'on appelle les médias mainstream un peu, c'est ça, ouais. Qui ne sont pas les médias habituels, en tout cas, c'est pas forcément une radio que vous écoutez. En vrai, que je regarde sur quelques émissions, il y a en plus Media Maizy là, qui a commencé une émission chez vous. Absolument. Ouais. Donc il y a une forme d'évolution qui est très notable. Mais
Au-delà de ça, ouais, je pense que non, moi, il y a des trucs très niches parfois que je viens chercher. J'écoutais une émission sur Sarah Kane en venant ici sur France Inter, donc il y a des trucs que je viens chercher, t'as vu. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment ce côté-là, crédibilité, qui nous manque et dans lequel on a été dépossédé à la base. Et que malheureusement, on n'a pas les moyens d'avoir des contre-récits, des contre-espaces où on peut faire une forme de résistance culturelle. Et donc, on va investir les espaces qui existent déjà en attendant de créer les nôtres. Ouais. Et il y a même des gens dans le public qui vous croisent dans la rue et qui pensent que vous êtes chroniqueur à France Inter. Ah oui, bah, c'est quand même génial ça. c'est fou comment les gens ils t'associent très vite. Ils sont en mode, ah, le mec de France Inter. C'est Ouais, ça. si tu veux. Il suffit juste d'un logo derrière dans le dos et tout va bien. Féris Barkhad, vous critiquez, on parlait de cette notion d'engagement qui a fait l'objet donc d'une chronique qu'on peut toujours revoir d'ailleurs en vidéo sur le compte de l'émission, cette notion de désobéissance civile. C'est quoi votre vision de la contestation et de la manière vraiment de faire bouger les lignes? Parce que vous parliez de la colère tout à l'heure, mais comment ça peut s'exprimer en fait? L'expression de la colère, elle est très protéiforme. Elle prend la forme du moment, de la rage qui va animer les protagonistes en question. Mais je pense que les formes que ça doit prendre ne doivent jamais être censurées de base et préétablies de base. Le problème aujourd'hui avec les révoltes, c'est qu'elles s'inscrivent dans une forme de schéma déjà classique et préconstruit, c'est-à-dire la manifestation, la pétition, et c'est déjà beaucoup pour certains. Alors que c'est des formes d'expression. C'est pas des formes d'action. Et dire on n'est pas content, c'est bien, mais comment on structure une forme d'action derrière? Nous, je sais que on a déjà des victoires juste à travers le trajet à vélo et voir ce qui s'est structuré dans le regard de ces mamans-là. Mais donc c'est mettre du mouvement exactement après l'expression finalement. Après l'expression, c'est bien. Mais il ne faut pas la confondre avec l'action. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on est dépossédé de toute action, parce que dès qu'il y a une forme d'action qui va être considérée comme violente, elle va être décrédibilisée, parce qu'elle va ignorer la violence institutionnelle de base qui s'installe. Et donc, en fait, on a déjà perdu. Parce qu'on est forcé d'être contraint de demander. Continuellement demander, s'il vous plaît, vous voyez bien retirer la réforme des retraites. Bah non. Pourquoi on est toujours dans cette forme de demande alors que ce qu'il faudrait faire, c'est installer un rapport de force. Et le rapport de force, il doit s'installer avec des outils de pression, avec des menaces, avec la capacité de structurer un mouvement qui peut faire changer les choses. Et donc là, ça devient de la stratégie. Et ces stratégies-là, je pense que parfois on manque de créativité. Et nous, on le constate, on fait parfois des événements avec des musées. Et il faut avoir ce rapport de force avec eux. Sinon, ils sont en incapacité de nous laisser faire ce qu'on veut. Et c'est là où, du coup, on rentre dans un schéma qui se réplique et qui n'a aucun débouché politique ou de dignité plus que ce qui est déjà le cas. Et donc, c'est problématique. Au sujet de la violence, on va vous réécouter. Vous étiez invité du plateau de C'est ce soir le 17 septembre 2024. Est-ce que vous êtes prêts, ici, tous, à écouter que dans cette violence, il y a une forme de revendication sociale, ou est-ce qu'immédiatement, elle est décrédibilisée? Est-ce que, de fait, la violence est écartée? Il ne faut pas dire que c'est un moyen et une méthode d'action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que parfois, c'est le seul moyen qui existe à des gens de venir s'exprimer. Et est-ce qu'elle va être essorée de toute substance politique, ou est-ce qu'au contraire, on va se dire, ok, cette violence-là, elle est, par exemple, pour les émeutes, en réaction à une autre violence. Les violences institutionnelles, si je prends mon exemple personnel, quand ma mère était très malade, elle a été déplacée de l'hôpital civil de Strasbourg à un hôpital encore beaucoup plus loin. Et je peux vous jurer qu'à ce moment-là, j'avais envie de tout casser. Donc la violence institutionnelle, depuis 2003, on supprime un premier soin de 10 000 lits à l'hôpital, c'est une violence. Sauf que c'est jamais qualifié comme telle. Jusqu'où la violence peut aller, Féris Barkhad, si on pousse un petit peu le cheminement de pensée là? Là, il faut relire Fanon, hein, mais en vrai, là, dans un premier temps, la violence, c'est le moyen d'émancipation et d'expression qui va être en réaction à une autre violence. Donc, c'est d'abord le colonisé doit exprimer cette violence-là pour ensuite s'en défaire. Et donc, dans un premier temps, c'est parfois même inévitable. Mais l'appel à la violence, il est réprimé, il est puni, évidemment, dans nos sociétés. Heureusement, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut analyser comment la non-violence protège l'État. Donc la non-violence, tout ce schéma-là, notamment dans les révoltes, quand tu regardes en Inde, et on va dire Gandhi, les non-violents et tout, c'est magnifique, oui, mais il y avait des mouvements aussi plus violents à côté qui permettaient à Gandhi d'être non-violent. Donc je pense que c'est pas un appel à la violence, c'est juste que quand elle est là, il faut pas non plus la décrédibiliser et la délégitimer parce que c'est violence. Parce que malheureusement, on l'a associé à un truc sale, mauvais, barbare, parce que nous, nos sociétés se sont structurées sur une forme d'idée où on est la civilisation. Et la civilisation ne peut pas, par substance, être violente. Parce que sinon, c'est l'état de tous contre tous, c'est hop, c'est machin. Et donc, on a intégré dans nos têtes que l'État n'est pas violent. Il est violent. Et il faut assumer ça. Alors, est-ce que c'est une violence nécessaire ou pas? Elle est là, la question. Est-ce que c'est une violence légitime ou pas? Elle est là, la question. Mais il ne faut pas juste faire comme si nos sociétés n'étaient pas violentes de base. Quand on dit qu'on est pour la non-violence, on oublie l'état normal et le fonctionnement normal d'une société occidentale. Elle est de base violente.
parce qu'on se repose sur des schémas de domination et une société injuste pour perdurer fait oublier les réalités violentes qui la structurent. Et donc, il faut réussir à les visibiliser. Et moi, c'est une partie de mon travail, c'est d'à chaque fois montrer les mécanismes d'invisibilisation de cette violence et ensuite essayer de la visibiliser au mieux. Donc, violence environnementale, violence sociale, violence culturelle. Vous allez partir bientôt à la COP 30 au Brésil, avec Banlieue Climat d'ailleurs, toujours, Ferris Barkat. Effectivement. Vous emmenez des membres de l'association là-bas? Ouais, on emmène un groupe de 8 jeunes et 8 mamans. Je crois. Ouais, mais c'est quoi l'idée en fait de traverser l'Atlantique pour aller au Brésil lors d'une COP? Déjà, faire porter la voix des classes populaires de manière générale. C'est-à-dire que nous, Banlieue Climat, ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'on est aussi en Italie, on a été à Bruxelles, on a été au Maroc. Et donc, il y avait ce schéma. Oula, Vous avez renversé votre j'ai verre. tout renversé. Ben, c'est pas grave, c'est pas, de l'eau. Cool pour France Inter. Non, ça va. Et Le studio va résister. vu qu'on est structuré un peu dans plein de pays, il y avait cette idée-là de venir essayer de rassembler la jeunesse populaire un peu partout Mhm. et faire porter cette voix-là à la COP 30, surtout parce qu'il y avait le sommet des peuples qui se structure au même moment et que le Brésil, on le sait très bien, c'est aussi l'Amazonie, l'endroit où les activistes meurent le plus de par la déforestation et les assassinats tout simplement, parce que c'est des sujets qui arrangent pas tout le monde. Et donc on est venu à la fois porter notre voix aux côtés des populations autochtones qui vivent ces réalités-là, et puis nous, dire que en Europe, tous les différents groupes qu'on a pu constater, tout ce qu'on a pu aller faire ici, doit avoir une voix qui est entendue à la COP, parce que c'est là où il y a les décisions qui se prennent, même Ben, si justement, en réalité c'est un peu inutile. ben, c'est ça. Vous croyez en la capacité des COP à Non. changer C'est l'état symbolique. du monde? C'est symbolique, mais je pense que Vous avez même dit inutile à l'instant. Hein. c'est totalement inutile de par le fonctionnement. C'est-à-dire qu'une COP, vu qu'il faut qu'ils soient unanimes dans leur prise de décision, c'est le fonctionnement est intrinsèquement foiré. Sauf que je pense que vu que c'est symbolique, ça permet de dire on a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Et ça, c'est très important. Parce que là, c'est lié au sujet que tu disais sur la violence. Au moment où ça partira en vrille parce qu'il n'y aura rien qui aura été fait, on pourra dire attendez, vous voulez qu'on soit non-violent, mais on est venu à votre COP. On est venu au rendez-vous ministériel. On est venu à l'Élysée. On est venu partout. Il n'y a rien qui a changé. Donc ça permet aussi de montrer que on va aller exploiter tout ce qui existe, que tout ce que le système a mis en place pour que s'autoréguler lui-même, on va le faire. Mais si la régulation elle vient pas de l'intérieur, eh ben il faudra pas se plaindre si elle vient de l'extérieur. Quand vous êtes invité par Emmanuel Macron à prendre un avion pour aller avec lui au Maroc, c'est ça, hein? Ou quand vous êtes invité à lui poser une question à la télévision, Aussi. on peut considérer, Ferris Barkat, que vous êtes devenu, vous êtes entré dans une nouvelle phase en fait de votre propre personne, non? Est-ce que Je c'est sais une pas. façon d'institutionnaliser aussi un petit peu les choses ou de vous mettre dans un cadre officiel? Bah, je pense que la seule logique, c'est de dire on aura fait porter notre voix et de pointer l'inefficacité de ce genre de rouage. Mais en soi, ça fait pas de nous des gens plus installés qu'avant. Ça change rien, je pense. Vous l'avez pas pris l'avion d'ailleurs avec Macron? Non, on n'est pas allé. Je suis Ah. pas allé. C'était Non, non. c'était un Ça a questionnement été un pour vrai vous? questionnement. Ma grand-mère, elle me dit qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas voir le roi du Maroc et tout. Je dis désolé, mamie, je suis désolé, je peux pas. Mais ouais, ça a été un vrai questionnement parce qu'à nouveau, c'est la frontière entre mission et carrière qui se pose. Et comment tu fais pour faire le bon choix? Ouais. Et heureusement que je suis bien entouré. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Parce que je suis bien entouré. Et alors? Et alors, on m'a dit Ferris, c'est pas bon pour toi de mettre les pieds dans ce genre d'endroit avec tu vas rien porter de nouveau, tu vas rien apporter, tu vas faire de la figuration, des belles photos, c'est bien, des gens vont te féliciter, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu vas répliquer un schéma que toi-même tu dénonces? Toute l'année, tu es là, tu critiques les gens qui prennent un rôle qu'ils ne devraient pas prendre, et toi tu le fais. Donc du coup, j'ai la chance d'être bien entouré encore une fois. Merci beaucoup, Ferris Barkat. Merci à vous. Vous étiez notre invité au carré aujourd'hui. À très bientôt. Merci.